L'ouvrage que nous venons d'éditer, intitulé L'émergence du Maroc, la nouvelle voie du développement ou quand le Maroc se métamorphosera, est un ouvrage qui traite en quelque sorte le système socio-économique du Maroc. Donc, depuis l'indépendance du Maroc, depuis la loi sur la marocanisation, puis après la politique de privatisation des années 2000, les stratégies sectorielles lancées sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI, et puis on est sur la constitution de l'année 2011, la poursuite de certaines réformes, et puis voilà, on est sur un nouveau projet de modèle de développement. Donc voilà, l'ouvrage en quelque sorte, il raconte l'histoire socio-économique du Maroc, mais il met aussi à plat les conditions nécessaires pour l'émergence du Maroc à travers un nouveau modèle de développement. Donc le choix de la thématique est extrêmement important et c'est un choix qui est lié à la conjoncture actuelle. Donc comme vous savez, le nouveau modèle de développement est un sujet d'actualité, mais pour bâtir le nouveau modèle, il faut en quelque sorte décortiquer tout le système socio-économique du Maroc. Et donc quand on parle d'évaluation de politique publique, de régime économique, du système socio-économique, c'est des choses qui datent depuis très longtemps. Et donc voilà, on est sur des faits, sur des éléments de longue date, et donc il va falloir donner plutôt un coup de scan, il va falloir faire une analyse profonde des choses et revenir 6 ou 7 décennies en arrière pour bien identifier ce qui a été fait, ce qui a été mal fait, ce qui n'a pas été fait, et puis aussi pour faire le bilan positif et dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont bien été faites et donc il faut qu'on capitalise sur tout cela pour essayer de tracer une nouvelle feuille de route, ce que nous appelons une nouvelle voie de développement, une nouvelle voie d'émergence pour mettre le Maroc sur le rail des pays émergents et par conséquent pour s'inscrire sur de la bonne croissance, pour faire du bon développement socio-économique, pour la prospérité de notre nation et éventuellement pour que le Maroc puisse devenir un pays émergent. Alors, le plan d'ajustement structurel est une conséquence directe de la période après-protectorat. Depuis 1973, le Maroc il avait adopté une loi sur la marocanisation. Donc, il y avait un endettement. Le pays n'était pas en très bonne santé financière et budgétaire. Et donc, la mise en scène des organisations internationales, que ce soit le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, s'est concrétisée à travers le PAS, le plan d'ajustement structurel. Et donc, le plan d'ajustement, il était là pour structurer l'économie marocaine, pour mettre à plat les principaux agrégats de l'économie marocaine. Et donc voilà, on cherchait à mettre en place un équilibre macroéconomique en termes d'endettement, en termes de croissance, en termes de PIB, en termes de réduction de taux de chômage, etc. Bon, s'agissant des conséquences du PAS, le PAS il a permis effectivement de faire de l'accumulation du capital, de faire de la croissance, mais par conséquent, il a négligé la question de l'enseignement et de l'éducation, qui est un pilier très important pour le développement des États. Et donc, on avait un marché d'emploi en quelque sorte qui était instable, et donc il n'y avait pas une adéquation entre l'offre et la demande en matière d'emploi. Et donc, la question de la précarité, la question du chômage était toujours là, même après la mise en place du plan d'ajustement structurel. Les années 2000 ont été marquées d'abord par la privatisation. Donc le ministère de l'économie et des finances, il avait un très grand dossier de privatisation et donc il y avait la naissance de ce qu'on appelait les champions nationaux, des entreprises nationales de droit privé en quelque sorte qui pilotaient la performance semi-publique et donc la réflexion de l'État était de privatiser la performance, privatiser la gestion et la confier au secteur privé, sachant que le secteur privé, il était connu depuis très longtemps par des performances de management contemporain et donc l'idée c'était un petit peu de moderniser l'entreprise marocaine. Alors, la problématique, c'était quoi? C'est qu'avec cette politique de privatisation, il y avait ce que j'appelle personnellement la naissance de sociétés de rente, des entreprises nationales qui ont pu opérer dans une certaine économie de rente, ce qui n'a pas permis surtout l'émergence de PME, de petites moyennes entreprises qui vont booster le tissu économique. Et donc, on était sur des entreprises en quelque sorte qui n'étaient pas très compétitives, mais des entreprises qui étaient en situation de monopole, qui étaient dans un certain confort. Et donc, ça ne favorisait pas le développement de la petite et de la moyenne entreprise. Et par conséquent, on n'était pas sur des niveaux de qualité qui étaient très élevés. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines entreprises nationales qui détenaient la majorité des carnets de commandes. Et donc, c'est eux en quelque sorte qui pilotaient le développement.
Alors, normalement, d'abord, je suis très content de voir l'initiative de Sa Majesté Mohamed VI autour du PIAF, le Programme intégré d'appui de financement des entreprises, et c'est quelque chose qui manquait à l'appel dans le cadre du présent actuel système socio-économique, parce que jusqu'à présent, selon moi, nous n'avons pas véritablement un modèle de développement. Et donc voilà, la promotion, l'appui, l'accompagnement au tissu économique, spécifiquement la TPE, la toute petite entreprise qui forme plus de 60% de notre tissu économique, elle est extrêmement importante. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est de faire émerger une nouvelle génération de porteurs de projets qui vont permettre de créer véritablement une classe moyenne des entreprises performantes, innovantes, qui opèrent et dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Et donc vraiment, quand on voit le tissu économique marocain, plus de 95% c'est des TPE et des PME, mais quand on voit en termes de volume, en termes de déclaration fiscale, on trouve que les impôts sont beaucoup plus concentrés au niveau des grandes entreprises qui représentent à peu près 5%. Donc voilà, il y a un déséquilibre en matière de formation du PIB, en matière de formation du produit intérieur brut et éventuellement un déséquilibre en matière de paiement d'impôts. Et donc, les pistes de réflexion menées dans le cadre de cet ouvrage, au niveau du chapitre 4, qui est sur le nouveau modèle de développement, c'est de pouvoir créer une nouvelle génération d'entreprises qui vont porter l'économie marocaine et éventuellement pouvoir asseoir surtout je dirais une équité fiscale. Et donc dans cette équité fiscale, il faut en quelque sorte prospecter de nouvelles niches fiscales qui touchent l'impôt sur la fortune, les gens aisés, etc. pour pouvoir créer de nouveaux impôts qui vont permettre de financer l'économie marocaine. Et éventuellement, il est question un petit peu d'alléger la pression fiscale sur les classes moyennes existantes en matière d'impôt sur le revenu, on est sur 38%, en matière aussi d'IS, pour un petit peu encourager l'entrepreneuriat, booster le chiffre d'affaires surtout à l'export. Quand on voit la composition des entreprises qui font de l'export, c'est seulement 7% des entreprises de tout le tissu économique qui parviennent à faire des opérations à l'export, et ce ne sont pas des opérations qui sont récurrentes, c'est pas cyclique. Et donc voilà, vraiment pour booster le tissu économique, pour promouvoir l'entrepreneuriat et surtout pour faire de l'exportation, et j'en ai toujours parlé de la problématique de la balance commerciale. Pour avoir une économie qui est solide, il faut faire des exportations, il faut avoir de la satisfaction, de l'autosatisfaction en matière industrielle et agricole, et donc pouvoir faire une balance commerciale positive. Et donc pour moi, la vraie problématique de l'économie marocaine, c'est pas que le déficit budgétaire, mais c'est aussi le déficit structurel de la balance commerciale. Et donc pour répondre à cette problématique, il faut s'attaquer aux entreprises exportatrices, la promotion du tissu économique, l'équité fiscale, et aussi il faut qu'il y ait d'innovation en matière de fiscalité, alléger la pression sur la classe moyenne, sur les petites et moyennes entreprises, et taxer bien évidemment les entreprises en situation de monopole, en situation de rente, et vraiment créer des impôts qui touchent les gens aisés, les gens riches, etc. pour pouvoir un petit peu redresser la barre et financer surtout les dépenses qui concernent tout ce qui est social. Je parle de l'éducation, je parle de la santé, je parle de la réinsertion, de la formation professionnelle, etc. Alors, l'industrialisation du tissu entrepreneurial marocain, c'est un axe très important, et d'ailleurs que j'ai traité au niveau de l'ouvrage. Et donc, tout simplement, il va falloir permettre aux PMI, aux petites et moyennes industries, de développer un carnet de commandes important auprès des entreprises publiques, des entreprises semi-publiques, et par conséquent un accès direct au marché et à la commande publique. Et donc il va falloir réformer un petit peu le décret des marchés publics, créer des décrets, des circulaires qui encouragent les gestionnaires publics, les ordonnateurs à donner plus de commandes à ces petites et moyennes industries. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir booster ces entreprises pour qu'elles puissent faire de l'industrialisation et pour qu'elles puissent se développer au niveau du secteur industriel. Et donc quand on voit actuellement les petites et moyennes PMI, les petites et moyennes industries, c'est des entreprises qui opèrent principalement avec le secteur privé. Et donc pour pouvoir faire des travaux publics, pour pouvoir travailler sur des marchés nationaux et même internationaux, il faut qu'il y ait une ouverture aussi des entreprises
entreprises budgétivores publiques et semi-publiques pour pouvoir permettre à cette catégorie d'entreprises, je parle des PMI, d'accéder à des marchés et donc de s'inscrire sur des niveaux de productivité très élevés et donc de booster leur performance pour pouvoir réaliser des chiffres d'affaires importants. Éventuellement, il va falloir en quelque sorte institutionnaliser l'industrie 4.0 et donc il faut qu'on travaille avec des technologies de smart factory et donc les usines intelligentes, c'est des usines qui travaillent avec des niveaux d'efficacité qui sont très élevés, de l'industrialisation des services et éventuellement c'est des entreprises digitalisées, c'est des entreprises qui sont performantes en digitalisation, en économie numérique et donc ils travaillent avec des ERP, des systèmes d'information très poussés, ils travaillent avec des technologies qui favorisent tout ce qui est les cyber physical systems, les objets interconnectés et les objets bien sûr qu'on contrôle à distance et donc voilà, travailler avec ces technologies demande une certaine institutionnalisation de la Smart Factory et donc il faut qu'il y ait des incentives, il faut qu'il y ait des encouragements fiscaux et même monétaires et l'occasion aussi d'en parler au niveau du PIAF pour qu'il y ait du financement direct pour pouvoir à ces entreprises de hausser leur niveau de compétences en matière de technologie, en matière de système d'information et éventuellement encourager la partie sous-traitance informatique, l'infogérance au niveau des zones offshore et c'est très important pour développer de nouvelles entreprises qui opèrent sur le secteur digital. Alors c'est très simple. Quand on se transforme en matière digitale, on est sur des niveaux de qualité qui sont très élevés. Aujourd'hui, le client marocain, c'est un client qui est devenu exigeant. Donc, on est sur de la personnalisation des produits, on est sur des temps de livraison qui sont très limités. Le client, il est impatient de recevoir le produit, il cherche la meilleure qualité. Et donc, l'entreprise qui va monter en compétence, qui va se digitaliser, qui va se transformer, demain, c'est une entreprise nationale qui sera compétitive. Par conséquent, le citoyen ou le client marocain favorisera beaucoup plus un produit national que de partir chercher un autre produit mondial. Et aussi ces questions de rationalisation des conventions, des accords de libre-échange. Le libre-échange, il est bien pour l'industrialisation du pays, pour son ouverture dans une ère de globalisation et de mondialisation des services, mais le plus important est de défendre aussi les intérêts économiques du Maroc. Donc, par conséquent, faire du libre-échange, c'est de voir d'abord le tissu économique. Et quand on prend par exemple certaines entreprises internationales qui opèrent sur tout ce qui est best market, sur tout ce qui est supermarché, on sait qu'il y a de très petites entreprises qui ferment. Par conséquent, il y a des épiciers, par exemple, qui ferment si une entreprise de gros qui fait de l'alimentaire vient s'installer à côté de ces petites TPE. Et donc, c'est très important en quelque sorte de préserver le tissu économique marocain en boostant l'entrepreneuriat, en favorisant l'industrialisation des services et surtout la digitalisation des métiers et des services pour que le client marocain se dise que tel produit, je peux l'avoir avec la même qualité en l'achetant sur le territoire national sans partir à chercher des marques à l'international. Certainement, il y aurait toujours des exceptions, mais que déjà les produits marocains seront acceptés. Il faut qu'il y ait une acceptabilité des produits marocains par les citoyens. Il faut rester optimiste pour le futur. Par conséquent, il faut commencer à travailler dès maintenant. Si on veut que le Maroc devienne un pays émergent à l'horizon 2030, il faut tracer une nouvelle feuille de route sur cette nouvelle décennie. Et donc, travailler avec des politiques publiques où il y a plus de concordance, plus de cohérence, plus de synergie entre les différents secteurs. Travailler aussi avec des indicateurs de mesure de la performance qui permettent bien évidemment de faire le suivi des chantiers et des projets socio-économiques pour faire de la rationalisation, pour mener les actions correctives nécessaires. On sait ce qui s'est passé dans les projets nationaux quand on voit les projets de Hussima ou d'autres. Et donc, ces questions de suivi, ces questions de pilotage, de plus de performance et questions aussi de technicité. C'est des outils, c'est des tableaux de bord qu'il va falloir mettre en place pour faire le suivi socio-économique des projets. Alors, d'autre part, il faut qu'il y ait ce que j'appelle personnellement les conditions de réussite. Il faut qu'il y ait des conditions de réussite qui vont permettre, je dirais, un meilleur déploiement de nouveaux projets, de modèles de développement. Aujourd'hui, les axes du modèle de développement, on en parle partout. La commission spéciale sur le modèle de développement, elle est en train de les développer. Plusieurs économistes, plusieurs chercheurs, personnellement, je connais très bien les piliers, les axes qu'il va falloir mettre en place, mais la problématique, c'est le rôle des parties prenantes, c'est
une approche participative, la responsabilisation de tous les acteurs, État, secteur public, secteur privé, associations, citoyens, syndicats, professionnels, etc. Tout le monde est responsable. C'est un projet de société. Il faut qu'on travaille tous la main dans la main. Et puis, il faut qu'on détermine les rôles, les responsabilités de chacun et les obligations de chaque partie prenante pour pouvoir réussir le projet. Donc voilà, on est sur le rôle des parties prenantes et on est sur des conditions de réussite qui sont basées sur la transparence, sur de l'efficience, sur de l'efficacité, sur de la collaboration, l'approche participative, des politiques publiques efficaces qui touchent le citoyen, le vécu du Marocain, et puis il faut qu'il y ait de la convergence, plus de convergence entre les politiques publiques, un suivi rigoureux des projets socio-économiques, et donc la combinaison entre tous ces éléments permettra au Maroc de devenir un pays émergent à l'horizon 2030. J'invite mes chers lecteurs, internautes et suiveurs de lire mon nouvel ouvrage qui permet un petit peu de faire le point sur l'histoire socio-économique du Maroc, de l'ère du protectorat à l'indépendance jusqu'à la marocanisation du Maroc, la politique de privatisation des années 2000, les réformes sectorielles lancées sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI et éventuellement la période de l'après-constitution de l'année 2011 qui est une période extrêmement importante. Et puis on arrive au nouveau projet de modèle de développement pour un petit peu consolider tout ce qui devrait être fait et donner des pistes de réflexion et de nouvelles voies de développement pour le Maroc. C'est un ouvrage vraiment qui résume l'histoire de l'économie marocaine en 4 chapitres, concis, précis, très résumés. Et donc j'invite vraiment les gens à le lire et ils trouveront beaucoup de passion à découvrir des choses qui touchent l'histoire de la société marocaine et surtout l'histoire économique du Maroc de 1930 jusqu'à la décennie écoulée 2010-2019.